Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette conférence, ce premier grand rendez-vous autour d'un sujet essentiel. Pourquoi entreprendre aujourd'hui dans les services à la personne? Alors nous attendons pour ouvrir cette conférence Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. Elle est, me dit-on, à l'entrée du salon, donc elle ne devrait pas tarder à arriver pour lancer cette conférence. Ce secteur donc des services à la personne semble très attirant. Nous allons en parler avec nos invités. Je vais vous les présenter. Je le referai évidemment tout à l'heure, histoire de bien commencer les débats. Avec nous aujourd'hui donc pour parler de ce sujet important, Anne-Marie Joannès, qui est directrice de l'agence Accès aux services Trois Colombes et Courbevoie, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Nous avons Daniel Labaronne, député Renaissance de la 2e circonscription d'Indre et Loire et membre de la commission finances à l'Assemblée nationale. Avec nous également Guillaume Richard, le fondateur de WeCare, un précurseur en la matière des services à la personne, on en parlera bien évidemment. Avec nous Bastien Chauvin, président de la coopérative Unipro, fondée il y a quelques 4 ans maintenant, si je ne m'abuse, Bastien, on parlera de tout cela tout à l'heure. Et puis Brice Alzon, président de la FESP, la Fédération des entreprises de services à la personne, et président également des enseignes MDSAP, Maison des services à la personne, et Coviva, donc nos invités qui débattront de ce sujet extrêmement important sur l'idée d'entreprendre sur le secteur des services à la personne. Donc d'ici quelques instants, le temps de laisser arriver Madame Olivia Grégoire, la ministre, qui va ouvrir donc cette conférence. Merci à vous. Voilà, donc Madame la ministre est en train d'arriver. Donc début de la conférence d'ici quelques instants. Voilà, mesdames et messieurs, je demande d'accueillir chaleureusement Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, qui va donc ouvrir cette conférence. Merci d'être présente. Merci à vous, Madame la ministre. Bonjour à toutes et à tous, monsieur le député, cher ami, très cher Daniel Labaronne, mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, je suis évidemment ravi de revenir cette année. Comme l'an passé, il est des habitudes importantes et auxquelles on tient. Et je me souviens, ça n'est pas Alain Bosetti qui dira le contraire, je le remercie à nouveau au même titre que Marie-Pierre Doré pour leur invitation. Je voudrais aussi que, ensemble, en tout cas moi je vais le faire, on félicite et on remercie pour sa présence monsieur le maire de Châteaudun, Fabien Verdier, qui est quand même à l'origine de la Silver Economy Expo qui fête ses 10 ans. Bravo monsieur le maire. Parce que les ministres ne sont rien sans élus locaux engagés. Donc merci de votre engagement, merci d'être présent ce matin pour ce 10e anniversaire. Alain Bosetti le mentionnait tout à l'heure. Je me souviens très bien de mon discours il y a 1 an, où je vous avais parlé un peu de ma connaissance un peu personnelle des services à la personne, et du profond respect que j'avais et que j'ai toujours pour les femmes et les hommes qui y consacrent leur vie professionnelle. Alors, je vous propose que cette année, je vous parle moins de mon expérience personnelle des services à la personne, malgré le respect qui demeure évidemment. J'ai pas envie de vous faire verser une larme, cher Alain, et j'aurai une prise de parole plutôt optimiste, avec quelques bonnes nouvelles que j'ai à cœur de partager avec vous. Je vous dis juste un truc, ça me fait super plaisir de voir beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes à ce salon. Ce sont des métiers d'avenir, donc merci d'être là. Et ce sont des métiers où on a besoin de talent. Donc il y a beaucoup de jobs passionnants pour vous, pour ceux qui sont engagés aujourd'hui. Et on peut dire ce qu'on veut, quelque part la politique en fait partie. Je crois qu'il n'y a rien de plus passionnant que d'accompagner des femmes et des hommes, qu'ils aillent bien, qu'ils soient très jeunes ou un peu plus âgés. Et ce sont quand même des métiers où il y a beaucoup de sens, où il y a beaucoup de cœur et beaucoup de chaleur humaine. Donc des métiers qui, je pense, pourraient vous satisfaire dans les prochaines années. Je suis d'autant plus heureuse d'être parmi vous aujourd'hui
qu'il m'est proposé d'ouvrir une des séquences des grands rendez-vous avec une thématique évidemment qui parle à la ministre des PME que je suis, celle de l'entrepreneuriat. La question de l'entrepreneuriat, elle est centrale. Je rappelle quand même pour toutes et tous, je me suis exprimé dans un magazine qui sortira jeudi à cet effet, je rappelle quand même que dans notre pays, on a 146 000 PME, que ces 146 000 PME qui intègrent aussi des TPE, elles portent 25% de la richesse de notre pays. Elles emploient un tiers des salariés de notre pays, 30% de la masse salariale. Et ce sont véritablement ces acteurs économiques de petite taille qui font la force économique de notre pays. Quand je parle des acteurs économiques de petite taille, j'intègre évidemment les micro-entrepreneurs qui sont plus d'1,5 million, les auto-entrepreneurs, tous les indépendants avec un grand Z, qui sont composés à la fois de sociétés unipersonnelles, d'auto-entrepreneurs, de micro. Ça n'est pas parce que l'appellation TPE ou micro est petit que le poids dans l'économie française est petit. Le poids est très important de tous ces petits acteurs. Je pense qu'il est temps de le dire, peut-être plus fort, tous ensemble, à commencer par moi. Parce qu'on parle beaucoup des grandes mutations et notamment des grandes transitions écologiques, bien sûr, mais aussi démographiques, vous les connaissez. Mais ces grandes transitions, elles sont bien souvent portées et accompagnées par de petits acteurs économiques qui n'ont de petits en réalité que l'appellation, parce que leur poids est immense dans la richesse de ce pays. 32% des Français sont engagés au moment où on se parle dans une dynamique entrepreneuriale. C'est la dernière étude de la BPI qui le démontre. C'est 2 points de plus qu'en 2021 et c'est une tendance croissante. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le Covid est passé par là. Mais la bonne nouvelle, du moins moi c'est ce que je perçois, c'est que post-Covid, les velléités d'indépendance ne se sont pas calmées. Et nous avons de plus en plus de gens, plus ou moins jeunes, certains très jeunes, d'autres en reconversion professionnelle, qui décident de faire ce choix de l'indépendance et de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce choix de l'indépendance et de l'entrepreneuriat ? Il y a la formidable valeur qu'est la liberté. C'est une liberté qui parfois est coûteuse en temps, en engagement, mais c'est aussi une liberté qui est très grisante quand on n'a pas de chef casse-pied au-dessus de toi et qu'on est totalement responsable des actions qu'on mène et notamment quand on les réussit. Je vous le dis parce que moi je suis ministre aujourd'hui, c'est pas ce que j'étais hier, c'est pas forcément ce que je serai demain. Et avant d'être ministre, ma plus belle expérience, c'est quand même d'avoir été entrepreneur, micro-rikiki, toute seule, donc j'étais pas une grande entrepreneur. Mais je le dis notamment aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est pas facile tous les jours, certes, mais le salariat non plus, la fonction publique non plus. En revanche, quand on gagne un marché, on gagne un client, on voit un client heureux et qu'on se dit qu'on en est pour partie quand même majoritairement responsable, c'est une sensation que je souhaite à chacune et chacun. Et dans ce pays, on peut entreprendre, on peut être aidé, on peut être accompagné. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle de voir que plus de 30% des Français sont sur ce chemin. Alors pourquoi entreprendre aujourd'hui est indispensable dans les services à la personne ? D'abord parce que les services à la personne sont au carrefour des politiques de développement économique, mais aussi de solidarité. Son rôle est absolument déterminant pour l'économie, pour les services rendus aux familles, pour tout ce que vous permettez aux travailleurs, aux salariés de faire. Je le dis dans un magazine qui sort jeudi, mais si je devais résumer, nous avons ici toutes celles et tous ceux, à commencer par moi, qui, grâce à vous, peuvent venir travailler. Moi, si j'ai pas la nounou, j'ai promis Alain, je parle pas de ma vie perso, mais si j'ai pas la nounou, je peux pas venir aujourd'hui. Si on n'a pas ici, pour certains d'entre vous, une dame ou un monsieur qui s'occupe de votre papa ou de votre maman vieillissante, ce qui vous inquiète à juste titre, ça vous empêche de travailler correctement. Et donc dans ce pays, on a quand même un petit paradoxe à résoudre et que je me permets de pointer, c'est que les femmes et les hommes qui rendent possible le travail des autres sont très souvent dans les services à la personne.
Et ça aussi, je pense, qu'il faut le dire, deux, peut-être mieux vous accompagner, c'est parmi les éléments que je vais vous annoncer aujourd'hui, et ça n'est que le début. J'ai l'occasion, je vous le dis, si on me laisse et on me garde ministre en 2024, ce que j'espère, à continuer de travailler sur les indépendants, bien sûr sur l'item du revenu, mais le revenu en tant qu'indépendant, vous en êtes quelque part responsable et libre. Moi, je pense à vos statuts. Je ne pense pas qu'au revenu. Je pense aussi à vos appellations. Vous voyez, on est très souvent TNS, travailleurs non salariés. On peut s'arrêter une minute là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on est défini, et je dis on parce que je l'ai été, en privatif. C'est-à-dire qu'on te définit parce que tu n'es pas. C'est quand même, peut-être qu'on peut réfléchir à ça l'année qui vient. Vous êtes des gens qui permettez aux autres de bosser, mais vous êtes travailleurs non salariés. Même l'expression du statut est privative et en comparaison avec le salariat ou la fonction publique. Est-ce que dans une France où on va atteindre, d'ici 2027, 4 millions d'indépendants, est-ce que cette question ne peut pas être posée? Si, ça n'est pas la seule chose que je vais porter, mais je pense que les mots ont un sens et que dans la définition même du statut de celles et ceux qui, pour la plupart, s'engagent dans les services à la personne, on ne peut pas se satisfaire d'une appellation privative. Il faut définir ce que vous êtes, ce que vous apportez, bien plus que ce que vous n'êtes pas, et je ferai des propositions là-dessus l'an prochain. Aujourd'hui, avec un chiffre d'affaires d'un peu plus de 20 milliards d'euros, 850 millions d'heures de prestations par an, 1,2 million de salariés et plus de 4 millions de bénéficiaires, les services à la personne sont absolument indispensables, vitaux, bien sûr pour notre cohésion sociale, mais aussi pour l'économie de ce pays. Je l'ai souligné lors des récentes assises de la FESP et le congrès de la FEDESAP. La loi du 23 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, portée par un grand ministre qui est Jean-Louis Borloo, alors ministre de l'Emploi, a permis clairement la structuration d'une filière entrepreneuriale des services à la personne qui a depuis démontré sa vigueur. Je ne voudrais pas non plus oublier Hervé Novelli qui sera là, je crois, dès demain ou même dès cet après-midi, qui a aussi été un grand ministre et qui a porté, imaginé le statut auto-entrepreneur. Les chiffres qui sont mis en évidence par un document que je vous recommande, parce qu'ils font un super boulot, ils sont d'ailleurs là, ici, présents aujourd'hui, à la Direction Générale des Entreprises. Il y a un document qui a été publié aujourd'hui, qui est très intéressant à lire, que vous pouvez télécharger sur le site de la DGE, qui est le théma relatif aux services à la personne. Les thémas sont des publications assez régulières de la Direction Générale des Entreprises, qui sont de très bonne qualité et qui rassemblent beaucoup de données sur ce secteur des services à la personne ou sur d'autres thématiques économiques. Cette étude, sortie aujourd'hui, elle met en lumière les enjeux du secteur pour l'avenir. Le potentiel de développement des services à domicile est très conséquent, à raison, évidemment en lien avec les besoins croissants de la population et les besoins pour faire face à cette évolution démographique qui sont absolument majeurs. Il pourrait atteindre 250 000 équivalents temps plein à horizon 2030. Alors en fait, il y a des chiffres très différents. On entend parfois parler jusqu'à 600 000, 700 000, 800 000 pénuries de main-d'œuvre. Moi, je vous parle en ETP. Donc souvent, on a des temps partiels, vous le savez aussi bien que moi, qui touchent en réalité beaucoup plus de gens que seulement 250 000. Mais à temps plein, nous avons 250 000 personnes qu'il nous faut recruter à horizon 2030. On a donc d'immenses défis devant nous, le recrutement, l'attractivité, mais aussi l'élargissement, la structuration de l'offre sur l'ensemble du territoire, ce qui suppose d'assurer son financement et d'aller bien plus loin en matière de simplification. Ça tombe bien parce qu'il y a quelques jours, avec Bruno Le Maire, nous avons lancé les rencontres de la simplification. Ce cadre, il est pour tout le monde, tous les entrepreneurs. Ce n'est pas une plateforme ou une consultation uniquement ouverte aux PME, c'est pour tous les acteurs de l'économie. Et vous pouvez, sur le site make.org, faire part de vos propositions de simplification, je ne doute pas qu'il y en ait, pour le secteur des services à la personne. Au-delà de ce chantier, le gouvernement accompagne le secteur depuis un certain nombre d'années. Je pense au crédit d'impôt pour les services à la personne,
qui a été renforcé avec la mise en œuvre du dispositif d'avance immédiat du crédit d'impôt service à la personne. Ce dispositif, il est important, il encourage le recours à des services à la personne pour les ménages. Il connaît un très fort engouement, un engouement croissant. Depuis son lancement en 2022, plus de 8000 organismes de services à la personne ont été habilités, 500 000 particuliers inscrits en ligne dans le dispositif prestataire et 300 000 particuliers employeurs dans le dispositif CESU+. Pour le sécuriser, des mesures de prévention et de lutte contre la fraude étaient prévues dans le texte initial du PLFSS 2024. Au cours de l'examen de ce texte, le gouvernement a poursuivi les concertations avec vous, les acteurs, pour qu'on garantisse que les mesures antifraude proposées soient efficaces et ne fragilisent pas le développement de ce service. Je me réjouis aujourd'hui avec vous de leur aboutissement à l'occasion de la nouvelle lecture à l'Assemblée nationale. Je rappelle que le recours à l'acompte est préservé sous condition et que le plafond de l'avance immédiate n'est pas modifié et demeure à 6 000 €. Je continuerai à suivre avec une grande attention le déploiement de ce dispositif dont l'intérêt est fort pour nos concitoyens. Je veux aussi partager avec vous, parce que j'ai été aussi longtemps député à la Commission des Finances que ministre. D'abord, pour saluer l'engagement de Daniel Labaronne, monsieur le député. Ça fait des années, et moi je trouve que ce sont des parcours politiques qu'il faut saluer, parce que Daniel Labaronne, il ne change pas ses sujets tous les ans, il suit avec beaucoup de rigueur ce sujet depuis la Commission des Finances. Et pour dire une chose, je sais que vous aurez des débats et que ce ne sont pas des débats faciles, mais pour dire une chose, c'est que c'est toujours la même histoire sur les crédits d'impôt ou sur les niches. À partir du moment où il y a un grand engouement, il est aussi du devoir du législateur de vérifier, d'encadrer, de protéger, de garantir que ce dispositif n'est pas dévoyé. C'est très important pour la pérennité même de ces dispositifs. Donc, au-delà de l'amitié que je lui porte, je vous le redis, ce que je trouve important dans l'engagement de Daniel Labaronne, d'abord son sérieux, il ne découvre pas le sujet, et garder quand même bien en tête que des crédits d'impôt, on en a plus que des types de fromage, pour rappeler le général de Gaulle dans notre pays, que derrière chaque crédit d'impôt, ce sont des engagements fiscaux de l'État. Je ne veux pas être casse-bonbon ce matin, mais je vous rappelle que quand on frise les 3 000 milliards de dettes avec des taux d'intérêt qui remontent en flèche, il est de notre responsabilité, pour le dire simplement, de faire gaffe. Parce que si on fait n'importe quoi, je vous le redis, parce qu'on ne le mesure pas assez, si on fait n'importe quoi et qu'on dérape budgétairement en élargissant les périmètres, en ne contrôlant pas assez, ce qui est le devoir du député, la réalité c'est que les taux vont augmenter plus fortement en France qu'ailleurs, et la réalité c'est oui, ce sera un problème pour l'État, mais ce sera un problème pour chacun d'entre vous ici présents. Chaque structure économique, chaque TPE, chaque entreprise, chaque boîte aura des problèmes d'accès au crédit et ou de financement si les taux montent en flèche. Je trouve qu'on dit trop souvent ce sera le problème de l'État. Oui, parce que la charge de la dette pour l'État, elle se compte en dizaines de milliards. Mais c'est aussi un problème pour les petites structures économiques si les taux s'envolent. C'est l'accès même au crédit et la vitalité économique des PME qui pourraient être touchées. Donc la mission du législateur, je le rappelle, bien sûr c'est des forces de proposition, mais aussi important que la proposition, il y a le contrôle, et heureusement qu'ils le font, sinon on a des dépenses qui dérapent, qui s'envolent, et franchement personne ne gagnerait à une remontée des taux si on n'est pas un peu sérieux au niveau budgétaire. Et ça n'est pas de la rigueur budgétaire que de contrôler et de vérifier que les crédits d'impôt servent bien leur mission. La rigueur ou l'austérité budgétaire, ça passe pas par des augmentations de crédits comme on le fait pour la transition écologique ou pour l'hôpital ou pour l'école aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans une période d'austérité budgétaire, mais nous devons être sérieux au plan budgétaire. Et c'est la mission des députés, mais aussi du gouvernement. Et je veux saluer l'engagement de Daniel sur ces sujets. Ce n'est pas toujours une tâche facile, mais c'est une tâche louable. Si on veut que ce crédit d'impôt perdure, il faut qu'il soit bien piloté, qu'il serve sa raison d'être et qu'il ne soit pas dévoyé. Le cas échéant, il disparaîtra s'il est mal piloté. Donc c'est plutôt salutaire et merci Daniel de faire ce boulot.
Je vous confirme que se tiendra sur un sujet un peu différent, que se tiendra donc le déploiement du dispositif relatif à l'avance immédiate avant la fin de 2023. Un comité des partenaires, je le sais, vous l'appelez de vos voeux, sera mis en place. Je veux aussi vous dire que l'an passé, quand je suis venu vous voir, vous avez été nombreux à me faire remonter plusieurs choses. Et donc j'ai intégré, heureusement, et je cherche aujourd'hui à vous apporter des réponses précises aux propositions, suggestions portées par le secteur et ses fédérations professionnelles. L'an dernier, en effet, lors de ce même salon, j'avais proposé aux différents acteurs de mener une réflexion pour faire évoluer la réglementation dans l'objectif de consolider le modèle économique des entreprises du secteur, mais aussi clairement à favoriser l'activité, le développement économique et la pluralité de l'offre dans vos secteurs. Trop de freins vous empêchaient de pouvoir développer au moment même où on a un besoin croissant d'acteurs professionnels dans les services à la personne. C'est une hérésie et donc on a cherché à débloquer un certain nombre de limites que vous nous aviez indiquées. Vous avez d'abord répondu pleinement à la consultation et je vous en remercie. Et je veux à nouveau remercier la DGE et notamment Geoffroy Cailloux qui est ici et qui ont piloté ce chantier, parce que c'est pareil, vous savez, une ministre, si elle n'a pas une administration solide derrière, elle fait du blabla, mais ça ne déroule pas derrière. Donc merci à la DGE qui est très engagée pour les libéraux en général et les services à la personne en particulier. D'abord, je vous annonce que nos travaux visant à réformer le cahier des charges de l'agrément ont abouti. Première nouvelle. Le texte a été signé par l'ensemble des ministres concernés et comme on essaye de faire les choses bien avec mon conseiller Yannick Salah, figurez-vous que ça a été publié au journal officiel ce matin. Donc ça, c'est fait. Ouais. Non mais merci à vous parce que voilà, c'est assez simple comme fonctionnement. Vous nous faites remonter des choses. Vous, en tant qu'acteur, vous avez été nombreux à me saisir du sujet l'an passé. On a bossé. C'est fait, et cette réforme de l'agrément, elle est importante, elle permet de renforcer d'abord et avant tout les exigences de qualité et de sécurité qui s'appliquent aux organismes. Gage de sérieux des services à la personne. Exemple, qui n'était pas en œuvre avant cette réforme, le contrôle de l'identité, mais aussi des antécédents judiciaires des intervenants, ou encore l'amélioration d'un suivi régulier des interventions. Cette réforme de l'agrément lève les barrières à l'entrée. Deuxième point, elle lève notamment cette fameuse barrière que je crois tous vous m'avez mentionnée, la fameuse obligation de détenir un local physique dans chaque département. Donc, premièrement, cette réforme de l'agrément, et pour moi c'est très important l'ordre. Un, elle renforce les exigences de qualité, de contrôle, de sérieux de l'exercice. Et deux, elle lève, je le redis, l'obligation de détenir un local physique dans chaque département, ce qui est possible aussi avec le renforcement des exigences de sécurité et de qualité. On renforce pour autant les exigences sur la disponibilité, ce qui se comprend, d'un accueil téléphonique. Avoir un local n'est pas indispensable, pouvoir être contacté est indispensable. Son entrée en vigueur, c'est ma contribution au sapin de Noël, est prévue au 1er janvier. Ça, c'est fait. Et merci aux fédés qui ont beaucoup contribué à ces travaux. On a aussi poursuivi nos travaux, deuxième champ que vous nous aviez indiqué, sur la CAE, la condition d'activité exclusive. On a poursuivi nos travaux pour l'assouplir pour les micro-entrepreneurs et les entreprises de moins de 11 salariés, les petits, afin qu'ils puissent, oserais-je dire, oui, je vais le faire enfin, réaliser une autre activité, une activité accessoire hors du champ service à la personne, dans une proportion limitée de leur chiffre d'affaires, mais cet assouplissement, il était, je crois, attendu, il est légitime, il doit permettre aux acteurs de rechercher un volant d'activité et la rémunération complémentaire au service à la personne, faculté qui était déjà largement ouverte aux plus grandes structures, mais qui ne l'était pas aux plus petites structures. C'est fait. C'est aussi au cœur des évolutions que je porte aujourd'hui devant vous.
Ces travaux, ils vont aboutir très concrètement dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances pour 2024. Un amendement a d'ailleurs été adopté, mais vous l'avez tous vu, puisque tout le monde passe ses soirées à regarder les débats au Sénat. Un amendement a été adopté au Sénat hier soir, et la mise en œuvre effective est prévue au 1er janvier 2025, le temps de la mise en œuvre correcte. Avant de conclure, je veux quand même dire quelques mots au sujet de la dotation qualité dont vous m'avez saisi plus récemment, mais de façon très explicite, et ça ne m'a pas échappé. Je comprends, c'est bien parce que c'est comme ça que j'allais le dire, donc merci de l'avoir dit comme ça. Je comprends que son application reste, que dire que son application reste inégale demeure un euphémisme. Son application est tellement faible qu'elle est quasiment invisible. Ça veut donc dire que le dispositif ne fonctionne pas encore sur la dotation qualité. La FEDESAP m'en a aussi pas mal parlé. Et conjointement avec le ministre des Solidarités et des Familles, je vous confirme qu'il est entrepris un état des lieux précis pour lever les blocages constatés. Les contributions des fédérations à cet état des lieux nous seront très précieuses. Je vous l'avais dit au Congrès, j'ai besoin qu'on fasse remonter où ça bloque et ce que disent aussi les acteurs des départements sur le pourquoi ils ne mettent pas en œuvre cette dotation qualité. Bon, vous l'aurez compris, mon approche ou mon discours est peut-être moins charnel et viscéral que l'an passé, mais mes sentiments demeurent. Mais la politique, c'est comme l'amour, il faut des preuves. Donc après vous avoir dit pourquoi je vous aimais et je vous aime toujours l'an passé, j'avais à cœur dans mon sac à dos de vous amener des réponses sur la réforme de l'agrément, sur les conditions d'activité économique, sur la fin de l'obligation de détention d'un local physique. Je ne dis pas qu'on n'a pas encore beaucoup de boulot, la dotation qualité en fait partie, mais nous avançons et une bonne majorité des points qui m'avaient été soulevés l'an passé ont été traités depuis. Mon approche, elle est très simple, elle n'a rien de compliqué. Je suis une pragmatique. J'écoute ce que disent les acteurs dans ce secteur en pleine croissance et j'essaye d'agir en assistance maîtrise d'ouvrage pour accompagner la croissance des services à la personne. Les défis qui sont devant nous, ils sont majeurs. Encore une fois, vous le savez presque mieux que moi puisque vous vous y êtes engagés. Et c'est au nom de cet engagement que je terminerai parce que j'ai la chance d'être accompagné. Je veux à nouveau quand même vous remercier à nouveau d'avoir choisi ce secteur, cette vie, cette voie professionnelle au service des autres. Je sais que l'altérité, comme on dit, n'est pas très à la mode dans ces décennies. Mais j'ai quand même porté la loi Pacte, j'ai créé les sociétés à mission et les raisons d'être avec nos collègues députés et je veux quand même saluer du plus profond de mon cœur et aussi en tant que citoyenne avant tout, votre raison d'être qui est quand même de faire en sorte que les autres aillent mieux ou en tout cas pas moins bien. C'est louable et c'est fort de toute l'admiration que j'ai pour vous qu'on a essayé de pousser ces chantiers et surtout on a encore du boulot, je le sais, mais comptez sur mon soutien total, absolu et profondément amical. Je vous remercie. Merci beaucoup Madame la Ministre. Merci d'être intervenue et d'avoir fait des annonces aujourd'hui. Ce salon des services à la personne et de l'emploi à domicile. Merci beaucoup de votre présence. Voilà, nous allons enchaîner sur cette table ronde. Alors, on a pris, vous l'avez vu, un petit peu de retard, mais ce n'est pas grave. On va pouvoir aller peut-être un petit peu plus loin dans le timing. La conférence suivante, on va peut-être la décaler d'un petit quart d'heure si vous êtes d'accord. On devrait comme ça pouvoir retomber facilement sur nos pieds. Donc, pourquoi aujourd'hui, pourquoi entreprendre il faut que je change de micro, c'est mieux? Ouais, on va changer de micro. Voilà, je prends celui de la ministre. A priori, il marchait très bien, donc j'en profite. Pourquoi entreprendre aujourd'hui
dans ce secteur des services à la personne, un secteur qui semble bien évidemment attirant avec le vieillissement de la population, les demandes en hausse de services de garde d'enfants et de soins de santé à domicile, le crédit d'impôt immédiat, on en parlera, Madame la Ministre en a parlé, on en parlera évidemment avec Monsieur le député dans quelques instants, mais attirant, le secteur l'est-il vraiment? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un entrepreneur vers le secteur des services à la personne? Le désir de saisir une opportunité économique ou avoir un impact sur la vie des gens, comme nous dira sûrement Anne-Marie Joannès tout à l'heure. Le contexte social et économique actuel est quand même quelque peu chahuté, les difficultés de recrutement et de fidélisation des salariés, les défis quotidiens de la gestion des agences de services à la personne, la remise en cause des avantages fiscaux pour certaines activités ont de quoi faire hésiter plus d'un aspirant entrepreneur. Alors nous allons en parler avec nos invités. Je vous les représente rapidement. Daniel Labaronne, député Renaissance de la 2e circonscription d'Indre-et-Loire et membre de la commission finances à l'Assemblée nationale. Anne-Marie Joannès, directrice de l'agence Accès aux services Trois-Colombes et Courbevoie. Bastien Chauvin, président de la coopérative Unipro. Guillaume Richard, le fondateur de WeCare, précurseur en la matière. Brice Alzon, président de la FESP, la Fédération des entreprises des services à la personne, et président également des enseignes Maison des services à la personne et Coviva. Alors peut-être sur une suggestion d'ailleurs de Guillaume Richard, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes présents ici pour assister à cette conférence, est-ce qu'il y en a qui se sont déjà lancés dans l'entreprise et est-ce qu'il y en a qui vont se lancer dans l'entreprise parmi vous, les services à la personne? Madame, vous vous êtes déjà lancé? Très bien. Qui a envie de se lancer? Qui est là pour... Oui, vous, madame, vous aussi, monsieur? Très bien. Donc, alors, on va essayer de vous donner envie de continuer dans ce qui est une volonté de votre part. Mais peut-être dans un premier temps, on va pouvoir faire un état des lieux avec vous, Brice Alzon. Aujourd'hui, donc, on l'a dit, le secteur est en croissance. On peut dire ça? Alors effectivement, le secteur est en pleine croissance, depuis toujours. Il faut savoir que les services à la personne, on a tendance à croire que ce sont des petits boulots et un petit secteur, ce qui est faux aujourd'hui. Nous sommes le 5e secteur marchand en France. Je ne vais pas donc vous assommer de chiffres, mais il faut savoir que les services à la personne sont utilisés par plus de 15% des Français. Et toutes les catégories socio-professionnelles y ont recours et y dépensent 10% de leur budget, quel que soit leur niveau de vie. Le crédit d'impôt, la ministre nous a donné aussi un paquet de chiffres et bénéficie à 9,5 millions de Français et emploie entre 1,3 million et 1,5 million d'intervenants. Ce qui est intéressant sur ce secteur, c'est que c'est un secteur où on a particulièrement des femmes. Il y a 90% des femmes qui sont salariées. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la moitié ont plus de 50 ans. Et c'est un secteur qui, effectivement, est en pleine progression. Ça veut dire qu'il va y avoir de nombreux départs à la retraite à un moment donné qu'il va falloir renouveler. Oui, alors effectivement, la ministre parlait de 250 000 emplois équivalents temps plein sur ce qu'on appelle effectivement l'arrivée du choc démographique. Alors, je ne suis pas forcément en phase avec ces chiffres parce qu'effectivement, avec les départs en retraite, les 250 000 équivalents temps plein dont elle parle, c'est des nouveaux emplois à créer. Mais si on compte tout ce qu'on va devoir combler en plus, pour moi, on est bien à 800 000 ETP en fait. Voilà, bon, bref. Ce qui est intéressant aussi sur le secteur, c'est que c'est un secteur qui est principalement en zone rurale, et donc malgré sur ce qu'on peut penser, avec une forte densité, c'est-à-dire que le taux d'emploi du secteur est de 5,6% en zone rurale, qui fait qu'on est le premier secteur en termes d'emploi en zone rurale. Et c'est un chiffre aussi important. Il faut savoir que, par exemple, chiffre Pôle emploi, les services à la personne sont en nombre d'emplois postés le premier secteur en France aujourd'hui. 38% des offres, c'est sur Pôle emploi, 38%, chiffre national France, sont des offres en service à la personne. C'est juste phénoménal.
donc effectivement, pour faire un état des lieux, aujourd'hui on a 62 000 entreprises qui sont aussi bien, comme la ministre l'a dit, des micros et des TPE ou des grands groupes, mais ça, bon, je laisserai donc Guillaume Richard en parler largement après. Il faut savoir que 88% des organismes sont mais des entreprises, 10% mais des associations et 2% mais des entreprises et publiques, privées. Voilà. Ce qui est intéressant sur le secteur, c'est il a grossi grâce à deux mécanismes. Il y a vraiment eu le mécanisme de la loi Borloo, donc en 2005, et le mécanisme de l'avance immédiate et du crédit d'impôt, qui a été cette deuxième grande révolution l'année dernière, qui a un double objectif de diminuer le travail au noir. On a estimé que l'avance immédiate va faire baisser le travail au noir d'ici les 24 prochains mois de 42%. Ah oui, c'est important. C'est un chiffre très important. Ah, ouais. Qui seront d'ailleurs confirmés, j'espère, par les études WICARE sur le travail au noir qui sortent chaque année. Donc on va attendre leurs chiffres avec impatience de voir les enjeux. Mais en tous les cas, en attendant, on a une étude qui est sortie donc, du cabinet Oliver Wyman qui montre qu'effectivement, et ça a été donc confirmé par Bercy, que ça va créer entre 290 000 et 440 000 emplois supplémentaires. Donc vous voyez, vous êtes en plein dedans. Et évidemment, tous ces enjeux liés à structurer ce secteur, à le professionnaliser, amènent encore plus de facteurs pour entreprendre. Ce qui est important aussi, c'est au-delà du secteur des services à la personne pour les particuliers, on a donc constaté qu'il y a un lien direct dans le monde de l'entreprise. Je m'explique. Aujourd'hui, le fait d'avoir accès aux services à la personne pour les familles permet à des ménages de pouvoir garder leur travail. Vous voyez, par exemple, à l'inverse, aujourd'hui, sur les problématiques liées de recrutement, on a besoin aujourd'hui de 60 000 intervenantes en crèche, qui fait qu'il y a 150 000 berceaux aujourd'hui qui ne sont pas couverts et qu'il y a 150 000 familles qui attendent pour pouvoir retourner travailler. Donc, mais il y a vraiment un lien direct avec l'entreprise et on le voit bien d'ailleurs sur les aidants et familiaux, où aujourd'hui, les aidants qui doivent rester au domicile vont avoir des absences qui vont causer des soucis en entreprise. Oui, ce n'est pas qu'un problème de riches, comme on a pu l'entendre certaines fois. Non, vraiment, on en est vraiment très très loin. Et au contraire, on se rend bien compte que grâce à l'avance immédiate a clairement ouvert à une catégorie de personnes qui n'avaient pas accès avant au service à la personne, puisqu'aujourd'hui, payer une prestation de ménage, avant on va dire 25 €, aujourd'hui d'être directement à 12,50 € permet à une population qui n'avait pas accès avant au service à la personne, sur de la petite enfance et sur des services et la vie quotidienne. Je vous en prie. Ouais. Oui. Juste finir, il faut qu'on continue pour vous tous, entrepreneurs, de continuer à lever des freins qui sont fondamentaux. J'en cite juste deux sur la liberté d'entreprendre, et je pense que ça va être un des gros chantiers pour nos fédérations professionnelles. Aujourd'hui, il y a un travail à faire avec les départements. Il faut savoir que pour la petite enfance, si aujourd'hui vous voulez céder votre structure, il faut avoir une autorisation, enfin un accord du département. Et si vous voulez entreprendre dans l'aide aux personnes âgées et avoir ce qu'on appelle une autorisation, même si on a parlé de la réforme et de l'agrément, mais pour avoir une autorisation, il faut avoir un appel à projet des départements. Et aujourd'hui, c'est un point bloquant sur la liberté d'entreprendre que nous défendons ardemment. Et on prône à ce sujet-là une équité territoriale qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et c'est l'un des gros chantiers
de l'entrepreneuriat à défendre en 2024. Si on a le temps, je reviendrai vers vous tout à l'heure pour avoir une réaction à chaud peut-être par rapport aux annonces qu'a faites la ministre il y a quelques instants. Un exemple justement d'entreprise bien connue, celui de WeCare avec vous, Guillaume Richard. Vous avez lancé votre société il y a pratiquement 20 ans. Vous allez fêter les 20 ans l'an prochain, en 2024, si je me suis bien renseigné, ou à peu près. Bon, d'accord, vous allez me corriger. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a encore du sens d'entreprendre dans les services à la personne, bien sûr? Alors bonjour, le groupe a été créé en 80, enfin les origines c'est 96, donc c'est un peu plus ancien encore, mais le groupe en tant que tel, sous le nom de WeCare, existe depuis 2016 et couvre une douzaine de marques, dont la plus importante est O2, mais il y a aussi APEF, France Présence, Autonomia, Les Bienveillantes, etc. On a une grosse dizaine de marques. Et pourquoi est-ce qu'on a une dizaine de marques et pas une seule et unique marque? Parce qu'en fait, on a plusieurs propositions de valeur, des propositions de valeur différentes pour les clients. Parfois, on a un seul et unique métier que l'on exerce. Par exemple, chez France Présence, c'est que l'accompagnement de la personne âgée. Chez la compagnie Lavandière, c'est que le ménage chez nos clients. Pour Nounou Expert, c'est que la garde d'enfants. Et puis, parfois, on fait tous les métiers. Et puis on a aussi différents niveaux de gamme. On a par exemple dans le groupe Maison Elie à Paris, qui est pour les très très riches, un niveau de prestation extrêmement élevé. Et donc c'est pour ça qu'on a différentes propositions de valeur, tant côté client, mais aussi côté salarié. Parce que côté salarié intervenant, parfois on a des entreprises qui proposent du CDI temps plein, d'autres du CDI temps partiel, une relation avec l'entreprise qui est l'employeur ou avec le particulier qui est l'employeur, c'est mandataire ou prestataire. Et donc, il nous semble important de pouvoir proposer une pluralité de solutions qui correspondent aux attentes de chacun et qui peuvent correspondre aux attentes de chacun. Et alors, pourquoi entreprendre? Et pourquoi entreprendre dans le secteur des services à la personne, qui est donc le thème de cette conférence? Pourquoi entreprendre? La ministre, elle a donné un certain nombre de pistes parce que c'est génial d'entreprendre, parce que c'est de la liberté, parce que c'est une réalisation, parce qu'en fait, on peut changer le monde. Moi, je suis un énorme mégalo. Pourquoi j'ai créé cette boîte? Parce que j'ai envie de changer le monde. Parce que j'ai un rêve qui est d'être le numéro 1 mondial du secteur, qui est un rêve que je poursuis depuis 2005. On s'est dit, on se donne 30 ans pour être numéro 1 mondial. On faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires à l'époque. Numéro 1 mondial faisait 3,5 milliards de dollars. Je me dis, c'est pas grave, il est un peu plus de 1000 fois plus gros que nous. Comme on est des gens réalistes, mais ambitieux, on va se donner 30 ans, 10 ans pour être numéro 1 français, 20 ans pour être numéro 1 européen, 30 ans pour être numéro 1 mondial, et on est dans la ligne. Et voilà, je pense que c'est génial d'être entrepreneur, parce qu'on peut réaliser ses rêves, on peut essayer de changer le monde, et on peut apporter, et on a un impact réel, positif, sur la vie des gens. Et dans le secteur des services à la personne, on a un immense impact. Parce que non seulement on crée de l'emploi, mais en plus on va vers un emploi de plus en plus qualifié, de plus en plus avec des possibilités de carrière professionnelle. Donc on a un impact en termes de création quantitatif, mais aussi on est ultra inclusif. On a un impact extrêmement positif sur la vie de tous nos intervenants. Et puis on a un impact positif sur la vie des gens. Parce qu'un peu comme disait le pétrolier, vous ne viendrez pas chez nous par hasard, vous ne venez pas dans les services à la personne par hasard. Parce que si vous venez dans les services à la personne, c'est que vous savez que derrière, vous allez pouvoir apporter à des enfants un accompagnement vers l'éveil et leur développement, aux familles un équilibre dans leur vie, entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, permettre, comme disait la ministre, elle disait, mais moi, s'il n'y avait pas les services à la personne, je ne pourrais pas être ministre. Ben ouais. Moi non plus, je ne pourrais pas, parce que j'ai des enfants, j'ai une maison, il y a plein de choses qu'on ne pourrait pas faire si on n'avait pas les services à la personne pour nous aider, pour nous accompagner. Alors oui, tout ça c'est bien, mais c'est utile, et vous avez entièrement raison de le dire, mais on n'est pas non plus au pays des bisounours, c'est qu'il y a quand même des difficultés. Absolument. Parce que c'est un peu comme Spider-Man qui disait « des grands pouvoirs donnent des grandes responsabilités ». La capacité à vraiment changer le monde fait qu'on a derrière des grandes difficultés. Et les grandes difficultés, c'est, comme l'exprimait aussi Brice, il y a énormément... Déjà, on a beaucoup de salariés, et donc gérer de l'humain, c'est compliqué. Nos clients aussi sont des humains. Et le client particulier, il n'est pas forcément rationnel. Il est beaucoup plus dans l'émotionnel. Le client professionnel, lui, il est très rationnel. Il va regarder le client personnel,
il est dans l'émotionnel. Et vous pouvez faire 100 fois la même prestation chez le même client, 99 fois ça va super bien se passer, la 100e fois, parce qu'il est de mauvaise humeur ce jour-là, ça va mal se passer. Et donc, c'est compliqué, parce qu'on va gérer beaucoup d'humains chez les clients, d'humains chez les salariés, parce qu'on a une législation qui est mouvante, parce qu'on a effectivement des départements qui sont différents dans leur appréciation, parce qu'on a des fonctionnaires qui sont différents dans l'appréciation donc il y a vraiment des éléments qui sont complexes avec un environnement mouvant. Et c'est pour ça que mon conseil, qui était vrai il y a 10 ans mais qui est encore plus vrai aujourd'hui, c'est si vous voulez entreprendre dans ce secteur qui est un secteur absolument formidable, faites-le en étant accompagné. À minima, accompagné par une fédération. Il y a 3 fédérations dans ce secteur. Bon, ça serait mieux si on n'avait qu'une seule, parce qu'on serait plus puissant et plus regroupé, pas parce que les autres ne sont pas bien. Mais il y a 3 fédérations. Il y a la FESP, dont le président c'est Brice Salson. Il y a la FEDESAP, dont le président est Franck Nataf et qui a aussi un stand par là-bas. Il y a le CINERPA, qui lui est un syndicat qui est beaucoup plus catégoriel parce qu'il est exclusivement sur la personne âgée. Mais faites-vous accompagner au moins par un syndicat. Et encore mieux, rejoignez un réseau. Parce que pour être connu, mais il faut avoir les moyens de faire de la communication, de faire de la publicité. Et là, plus vous avez un réseau, Axéo, on a un représentant d'Axéo, mais aussi dans mon groupe, j'ai plusieurs enseignes qui franchisent. O2, Les Bienveillants, APEF sont des franchiseurs. Quand vous rejoignez un réseau, vous bénéficiez à la fois d'une marque, mais aussi d'un savoir-faire et d'un accompagnement. C'est ça d'ailleurs la franchise, c'est défini par 3 choses. Une marque, un savoir-faire, un accompagnement. Et quand vous êtes dans un secteur qui est complexe, avec une myriade d'acteurs, le secteur il fait 20 milliards déclarés, 20 milliards non déclarés. 20 milliards déclarés, c'est monstrueux déjà. 20 milliards déclarés, ça veut dire que chacun des départements, c'est 200 millions. C'est considérable. C'est considérable. Donc pour émerger, si vous appelez Dupont Service, c'est un peu plus compliqué que si vous appelez O2, APEF, Axéo ou Coviva. Se faire aider par une fédération, vous avez raison de le dire, mais et je crois, Brice Salson, d'ailleurs, que vous essayez de vous rapprocher entre FESP ça fait des années. Et la FEDESAP. Ça, c'est un vœu pieux que je prie chaque matin en me levant et en me rasant. Mais j'attends, effectivement. Mais oui, effectivement. Voilà, vous avez lancé on est tous d'accord. Enfin, il faut une fédération, on sera tous plus forts comme ça, c'est évident. Anne-Marie Joannès, j'aimerais qu'on parle de votre cas, puisque vous avez, c'est une reconversion professionnelle que vous avez faite dans le service à la personne. Vous avez rejoint votre époux en 2019. Qu'est-ce qui vous a donné envie, justement, de changer de voie, de vous consacrer au service à la personne? Alors, votre micro marche moins bien. Attendez, ou alors je vous donne le mien. Voilà. Donc, à la base, rien du tout. Oui, on vous écoute. J'en profite pour donner à Béa le micro si elle veut nous changer les piles, peut-être. Comme ça, on va gagner du temps. Merci beaucoup. Pour rebondir sur la citation de Spider-Man, un grand pouvoir donne de grandes responsabilités. Moi, je voulais être fée quand j'étais petite. Bon, peut-être que j'y arriverai avec le service à la personne. Non, plus sérieusement, moi, j'ai fait une carrière assez tracée, grande école, grande entreprise multinationale, directrice dans la communication, marketing, sur des belles marques. Et en 2019, quand Notre-Dame de Paris a brûlé, d'ailleurs, c'est un révélateur, j'ai choisi d'abandonner le salariat, donc pour devenir non-salarié, donc de rentrer dans ce monde du vide, et rejoindre l'entreprise de mon mari, puisqu'on avait racheté une entreprise existante de service à la personne en 2014. Donc il y avait déjà un objectif personnel, de me rapprocher de ma famille, d'arrêter d'avoir des horaires de fou et des déplacements de fou, et d'être un peu plus dans le développement durable en limitant les déplacements. Ce que j'avais pas vu venir, c'est l'engouement que j'allais y mettre. Donc, ce qui a donné un coup énorme, c'est le Covid. La crise du Covid a été terrible, mais au moins, elle a rappelé aux gens 2-3 petites choses importantes, comme l'importance de la vie, l'importance de l'entraide, l'importance de la collaboration, l'importance de certains métiers qu'on avait un peu oubliés de temps en temps. Et donc, nous, service à la personne, pendant le confinement, on était métier d'intérêt public. Voilà. Bon, depuis, c'est comme les gens qui ramassent les poubelles, ça s'est un peu oublié.
En plus, vous, ça arrive à un moment, vous venez de commencer en fait. Ah oui, non, mais tout de suite. Moi, j'ai démarré en septembre 2019 et j'ai fait direct confinement. Donc après, je me suis bien mis dans les chiffres. Et donc, on va pas vendre du rêve. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la liberté d'entreprendre. Donc, les grands groupes, c'était super, mais bon, faire des recommandations PowerPoint sur 3, 4, 5, 6 mois pour avoir le droit d'imprimer une carte postale, ça finit par être lassant quand on a envie de devenir fait et de changer le monde. Donc, je me suis dit, ok, j'y vais, je saute le pas. Et finalement, ce qu'on a écrit en 2022, c'est un projet d'entreprise. Alors c'est très humble, puisque moi je ne cherche pas à être le leader mondial, universel. Au contraire, je me suis recentrée sur le local. Ça s'appelle rendre service avec un S majuscule à la fin, projet, service au pluriel, autour de nous. Projet d'entreprise, c'est ça, c'est rendre service avec un S autour de nous, donc à notre niveau local. Rendre service, pourquoi ? Comme l'a dit Guillaume, on rend service déjà à nos clients, on leur vend des services, mais au-delà de ça, on permet à des femmes d'avoir une carrière, on permet à des gens de vivre dans des maisons saines, et là aussi, le Covid a rappelé que l'hygiène, c'est un tout petit peu important. Et puis nous, on fait aussi de la dépendance, c'est-à-dire de l'aide aux personnes en perte d'autonomie. En moyenne, la durée de vie en EHPAD, c'est 18 mois, 4 ans. Donc tous les mois que je gagne avec mes bénéficiaires et petites mamies qui restent chez elles, c'est de l'espérance de vie. Donc moi, quand je recrute des salariés, c'est ça que je leur vends. Tout de suite, c'est un peu plus attractif. Mais au-delà de rendre des services à nos clients et de leur vendre ces services du mieux qu'on peut, nous, on a essayé aussi de rendre service autour de nous. Donc par exemple, au niveau de la politique sociale, nous, on ne fait que des CDI. Donc on n'est pas du tout sur cette image de métier précaire, on fait des CDI, et si c'est du temps partiel, c'est du temps partiel choisi. Parce que quand on est maman avec un enfant, 9h, 16h, lundi, mardi, jeudi, vendredi, finalement, c'est déjà un temps plein. Parce que le reste du temps, on n'est pas à la plage en train de siroter des cocktails. Donc nous, c'est du temps partiel choisi, qui peut augmenter. On propose à nos salariés de multiplier les métiers. Donc j'ai des nounous qui sont aussi auxiliaires de vie, des femmes de ménage qui sont aussi nounous. Ça leur permet d'évoluer et de faire de nouvelles choses. Et puis, on a mis l'accent encore plus fortement cette année sur l'insertion et l'inclusion. L'insertion, c'est quoi ? C'est tendre la main à des gens qui ont envie de travailler. Donc, il y a beaucoup de gens en France qui ont envie de travailler et ça tombe bien, on est sur un métier où on a un énorme besoin. Donc, moi je suis aujourd'hui en lien avec des associations d'insertion, avec des programmes pour les réfugiés, parce que c'est des gens qui ont envie de travailler. Donc, aujourd'hui, on parlerait de soft skills. Moi, j'appelais ça très simplement les yeux qui brillent, les gens qui ont la motivation. Et derrière, nous, on va les former à l'agence. Et l'autre point qui me tient à cœur, sans historique personnel, c'est l'inclusion. Je ne vois pas pourquoi, parce qu'on est porteur de handicap, qu'il soit visible ou invisible, on ne peut pas travailler. Donc moi, j'ai recruté une femme de ménage qui est malentendante. Ça ne l'empêche pas de passer l'aspirateur. Limite, elle est moins gênée par les bruits d'aspirateur que ses collègues. Voilà. Donc aujourd'hui, on a sur 67 salariés, cette année, on a recruté 4 personnes porteurs de handicap. Et c'est pas facile. Et j'ai même recruté un homme, ce qui est un degré encore plus difficile dans le monde du service. Faites attention à ça, justement. Et s'il y a un homme qui est candidat, vous allez automatiquement le privilégier ? Alors, on ne fait pas de positive action à l'américaine, mais là, dans le métier d'auxiliaire de vie, on a besoin de gens costauds parce que nos petites mamies, elles ne sont pas toutes très, très, très légères. Donc, il faut parfois les soulever, les accompagner, faire des accompagnements aux courses. Et là, c'est typiquement un monsieur qui avait une très belle expérience. Donc, il est en train de passer ce qui s'appelle une VAE, une validation des acquis de l'expérience avec nous. Voilà, un modèle, donc celui d'Axéo, on a eu celui de WeCare aussi. Un autre modèle, celui de la coopérative. Avec vous, Bastien Chauvin, vous avez créé, donc on l'a dit tout à l'heure, en 2019, Unipro, donc une coopérative axée sur le service à la personne. En quoi c'est un modèle avantageux, la coopérative ? Alors, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, le fait de rejoindre un réseau, ça permet à des entreprises ou
des indépendants qui veulent se lancer dans le service à la personne d'avoir accès à pas mal d'avantages aussi. La coopérative en est un. C'est un modèle qui n'est pas très connu, mais il permet donc à des indépendants qui veulent se lancer à leur compte d'accéder plus facilement au service à la personne. Dans quel sens ? Dans le sens où, on le sait, à obtenir la déclaration SAP ou l'agrément SAP, parce que c'est vrai qu'il y a certaines activités qui ne sont pas soumises à la même chose, la coopérative permet à ces indépendants de bénéficier de cet agrément, de cette déclaration SAP plutôt, à travers leur adhésion à une coopérative. Donc on facilite, on leur apporte pas mal d'assistance juridique, mais aussi dans leur exercice quotidien, sur comment se déroule une activité de service à la personne. Comment ça fonctionne depuis 4 ans, Unipro comment vous avez évolué ? Alors il faut savoir que déjà dans Unipro, la base, il y a quand même, on est 2 essentiels fondateurs. Franck Retamosa, donc l'autre fondateur, est à l'initiative de l'une des toutes premières coopératives SAP en France en 2006. D'accord, donc on est quand même fort de plus de 16 ans d'expérience dans le service à la personne. Et comment ça se passe ? C'est assez simple. Quand une entreprise rejoint la coopérative, elle peut facturer à ses clients particuliers les prestations qui sont éligibles au service à la personne, sans avoir la nécessité de devoir faire toutes les démarches de demande de déclaration SAP, et qui plus est maintenant aujourd'hui, la demande d'habilitation URSSAF. D'accord, alors qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui sont là, qui sont dans la salle et qui veulent se lancer aujourd'hui pour les inciter à vous rejoindre par exemple ? Alors déjà, on pourrait les conseiller sur, encore une fois, les démarches, mais au-delà de ça, ça apporte aussi, parce qu'il y a le côté donc, entrepreneurial, mais il y a aussi le côté des clients particuliers, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment faire une déclaration d'impôt, comment déclarer les sommes perçues ou dépensées dans le service à la personne. Ça permet donc d'apporter une assistance, on va dire, globale, que ce soit aux clients particuliers, aux professionnels, sur toute la partie impôt, juridique, et qui englobe autour du service à la personne. Donc il y a une aide. Est-ce qu'il y a aussi des contraintes pour les personnes qui adhèrent à la coopérative ? Alors les contraintes d'une personne qui adhère à une coopérative, c'est que donc, elle forcément elle doit participer économiquement au système coopératif. C'est le but même d'une coopérative, sous la loi de 47, sous la forme d'une cotisation, tout simplement. Hein. Et puis ensuite, c'est simplement donc, une facturation. Ils ont un accès à une plateforme qui leur permet de facturer leurs clients particuliers, et donc de leur faire bénéficier à la fin de l'année fiscale du crédit d'impôt, de la réduction d'impôt. Avant de donner la parole à monsieur le député, peut-être Brice Alzon et Guillaume Richard, ou les deux, comment vous, avec les fédérations, avec la société qui est la vôtre, Guillaume Richard, comment vous réagissez à ce modèle de coopérative qui est assez récent finalement, même s'il a 16 ans d'expérience, qui est un peu différent de ce que vous pouvez proposer par ailleurs ? Alors c'est effectivement un système un peu différent et qui est complémentaire. Tout en sachant que pour le groupe WeCare, c'est pas juste une seule entreprise énorme. C'est à l'intérieur du groupe, il y a quasiment 900 entreprises différentes, 900 entités juridiques. Et donc à chaque fois, ce sont des petites entreprises locales et qui interviennent exactement comme il était décrit tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des entreprises qui sont vraiment implantées localement, qui sont aussi dans tous les territoires et beaucoup en ruralité. Si je prends par exemple l'enseigne O2, c'est plus de 500 agences locales qui sont partout sur le territoire et dans des endroits. Alors c'est super bien pour apprendre la géographie. Hein. Alors moi je connais des endroits maintenant, je ne savais même pas que ça existait. Et on arrive quand même à se développer et à faire des choses vraiment intéressantes. Et comme le disait aussi Brice, c'est un peu plus de 5% de l'emploi local, rural. Et donc on a tout de suite un impact, on a une visibilité, on a un port qui est extrêmement significatif. Donc si vous avez envie d'entreprendre, même en ruralité, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est aussi quelque chose qui est super intéressant pour les fins de carrière. Je vais aller entreprendre, nous on a pas mal de franchisés qui vont entreprendre là où ils veulent prendre leur retraite. Et avant de prendre sa retraite, je suis originaire d'un endroit, ou alors j'ai une maison de vacances à tel endroit. Mais bon, j'ai des potes de vacances, mais dans l'année, qu'est-ce qui se passe ? Si je veux aller m'implanter après la retraite, il faut que j'ai un réseau social. Si je veux continuer à exister, à vivre, à avoir une existence trépidante et qui me permet de vieillir en bonne santé et de ne pas voir les années qui passent trop, ce réseau social, je peux me le créer en créant mon entreprise là où j'ai envie d'aller vivre ma retraite, ou là où j'étais quand j'étais petit, mais que j'ai quitté pour aller dans la région parisienne, dans les grandes métropoles, etc. Et donc, c'est aussi une opportunité d'aller créer une entreprise dans la ruralité
ou un endroit où avoir sa maison où on vit qui est sa maison de vacances. Ça, c'est quand même sympa aussi. Quand même sympa aussi. C'est un sujet, je sais, Daniel Labaronne, qui vous tient à cœur, hein, les enjeux des services à la personne en milieu rural. Mais avant d'en parler, peut-être un mot sur cet amendement que vous avez déposé pour réguler les niches fiscales, qui ne fait pas toujours l'unanimité, en tout cas dans le milieu des services à la personne. On a entendu Olivier Grégoire qui vous a apporté un magnifique soutien sur ce sujet. Déjà, expliquez-nous ce que propose cet amendement et pourquoi est-ce qu'il n'est pas un obstacle justement à l'entrepreneuriat dans les services à la personne. Alors peut-être, si vous me le permettez, bonjour à tous, vous dire que moi je suis issu d'une famille d'entrepreneurs agricoles et du côté paternel et d'entrepreneurs du côté des maternelles, mais dans les services financiers. Et je suis la synthèse de cela puisque je suis un député d'une circonscription très rurale et je suis en même temps commissaire aux finances. Peut-être avant d'aborder mon amendement, vous dire que d'abord je veux saluer tous les entrepreneurs qui sont ici présents, dire mon admiration à celles et ceux qui innovent, entreprennent, prennent des risques, inventent, sont missionnés, ont le sentiment que soit ils veulent changer le monde, soit ils veulent qu'il soit plus féerique. Et du coup, moi je veux dire mon admiration à celles et ceux qui entreprennent et qui, au passage, nous permettent, à nous, budget de l'État et contrôleurs du budget de l'État, de nous apporter de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les revenus, des cotisations sociales. Donc, un grand merci à vous tous. Peut-être rappeler que, en tant que commissaire aux finances, j'ai été chargé par Bruno Le Maire de réfléchir sur la question des dépenses publiques et en particulier des dépenses fiscales, les niches fiscales, qui représentent 90 milliards d'euros, et sur les niches sociales qui représentent 80 milliards d'euros. Donc, niche fiscale plus niche sociale, c'est 170 milliards d'euros. Quand nous avons un déficit de notre budget de l'État qui a du mal à se réduire, quand nous avons un endettement de l'État qui atteint plus de 3 000 milliards d'euros, je crois qu'il n'est pas illégitime de s'interroger sur les moyens de contrôler ces niches fiscales, d'évaluer les politiques publiques et de faire des propositions pour envoyer des messages ou pour changer vraiment certaines dispositions d'ordre fiscal ou social. Rappelez qu'en tant que député, nous avons beaucoup travaillé pour favoriser le développement de l'activité entrepreneuriale à travers la loi Pacte. Olivier Grégoire le rappelait, nous avons mis en place l'entreprise à mission et nous avons fait en sorte que du point de vue de la fiscalité des entreprises, il y ait de la visibilité. Nous sommes la majorité de la baisse des impôts sur les entreprises. Depuis que nous sommes en responsabilité, à aucun moment nous sommes revenus sur cette trajectoire de baisse des impôts sur les sociétés, ce qui donne de la visibilité. Alors certes, on aurait pu aller plus loin, plus vite, dans certains cas, je pense à la réduction de la CVAE, mais on ne peut pas nous faire le reproche d'être imprévisible, d'être changeant du point de vue de notre politique fiscale. Bien. Alors, pour en revenir à la question des niches fiscales, d'une manière particulière, moi j'ai beaucoup travaillé sur toutes ces questions-là et je participe de temps en temps à des assemblées générales ou à des congrès, notamment dans le domaine du BTP et de la promotion immobilière, et je passe pour le bad boy, c'est-à-dire celui qui rappelle, comme l'a fait la ministre, qu'il faut être sérieux sur le plan budgétaire, parce que sinon on risque de mettre à mal tout un système d'aide, d'accompagnement de nos concitoyens. Vous passez pour le bad boy parce que vous voulez notamment supprimer une partie de ces aides. Alors, ce que je dis, s'agissant maintenant, et je vais venir sur la niche fiscale à 6 milliards d'euros des services à la personne, d'abord, moi, je me pose un certain nombre de questions, et c'est mon rôle en tant que parlementaire. On a 26 activités qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il y en a qui sont tout à fait évidentes, légitimes, qui ne posent aucun problème. Peut-être même qu'il faudrait trouver de nouvelles activités éligibles au crédit d'impôt. Et moi, je suis pour l'innovation dans ce domaine. Mais parmi ces 26 activités, je m'interroge sur la légitimité de certaines d'entre elles. Et je me dis que notre société évolue, nous avons de nouvelles priorités.
nous avons des contraintes budgétaires. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de proposer de nouvelles activités éligibles au crédit d'impôt et d'en fermer certaines? Voilà, parce qu'elles sont peut-être moins prioritaires compte tenu du contexte dans lequel nous nous trouvons. Lesquelles vous les avez listées? Écoutez, je ne vais pas stigmatiser les choses, mais nous avons obtenu, par exemple, que dès lors que vous bénéficiez d'un crédit d'impôt, sur votre déclaration d'impôt, vous indiquez l'activité qui a donné droit à ce crédit d'impôt. Et dorénavant, nous avons une cartographie précise pour chacune de ces 26 activités de la ventilation du crédit d'impôt. Ça va être très très utile pour nous. Nous avons obtenu cette ventilation il y a 2 mois. Nous allons travailler dessus pour nous interroger sur la légitimité de telle ou telle activité ouvrant droit à crédit d'impôt. Parce que si nous ouvrons d'autres activités à ce crédit d'impôt, on ne pourra pas le faire, je dirais, à enveloppe qui augmente en permanence, indéfiniment. Il faut qu'il y ait du sérieux budgétaire, il faut qu'on ne dévoie pas le crédit d'impôt. Moi, je suis de ceux qui ont contribué à ce qu'il y ait un renforcement, mais très très puissant, dans le projet de loi de finances 2024, en ce qui concerne la fraude et la lutte contre la fraude. Nous avons mis en place des dispositifs extrêmement solides, extrêmement forts pour lutter contre toutes les formes de fraude en lien avec la question des dépenses fiscales, mais aussi s'agissant des crédits d'impôt, services à la personne. Je le dis très très clairement, c'est public, donc il n'y a pas de secret là-dessus, mais nous avons renforcé le régime des sanctions administratives, des sanctions fiscales, nous avons mis en place un délit spécifique d'incitation à la fraude fiscale, nous avons renforcé les organismes de contrôle et en particulier nous avons simplifié les procédures d'abus de droit. D'un point de vue technique, c'est un très très gros boulot pour nous permettre de bien encadrer, de bien évaluer, de bien surveiller qu'il n'y a pas d'excès ou de dérive dans les crédits d'impôt, pas seulement les services à la personne, mais les services à la personne aussi. J'en reviens à l'amendement pour lequel vous m'interrogiez au début. Moi, j'ai voulu lancer des signaux en disant attention, il peut y avoir une dérive des crédits d'impôt, et en particulier des crédits d'impôt à la personne, si on ne surveille pas de près l'évolution des masses fiscales en cause. Et très concrètement, alors j'ai fait un tout petit amendement d'appel, consistant à dire, voilà, le plafond, plutôt que ce soit à 12 000 €, baissons-le à 10 000 €. Bon, alors tout de suite, ça a fait beaucoup de réactions, mais ça m'a permis d'être en contact avec tout un tas d'opérateurs qui interviennent sur les services, dans le domaine des services à la personne, et d'approfondir ma connaissance du sujet. La ministre a parlé de structuration de la filière. Moi, je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin dans la structuration de la filière, parce qu'on voit bien qu'il y a pratiquement 50% de l'activité qui est réalisée par des employeurs particuliers. Or, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de structuration dans ce domaine. C'est-à-dire que vous me parliez quand on va chez le coiffeur ou quand on va toiletter son chien, eh bien, on a affaire à des personnels qui ont eu un diplôme. Par contre, quand on demande à quelqu'un de garder nos enfants, on ne s'interroge pas vraiment sur son CV, on ne sait pas qui il est. Bon, ça pose des sujets, ça. Le plan Bien Vieillir propose la carte professionnelle. On en parlera sûrement dans une des autres conférences qui sera axée sur les recrutements, mais c'est un aspect important. Alors, je pense qu'il faut aller vers un renforcement de la structuration de la filière des services à la personne, englobant y compris les employeurs particuliers. Je pense qu'il faut aller dans la simplification pour permettre à un plus grand nombre d'entrepreneurs de rentrer sur ce marché. En même temps, permettez-moi de vous faire part de quelques-unes de mes interrogations. Et c'est là où vous allez vous demander si vous avez bien fait de m'inviter. Mais on est dans un marché en très très forte demande. On a une offre qui n'arrive pas à suivre.
moi je suis économiste de formation, j'ai enseigné l'économie toute ma vie. Normalement, dans cette situation, les prix devraient augmenter. Or, avec le crédit d'impôt, les prix baissent, puisque les prix sont divisés par 2. On est dans une situation, sur le plan des mécanismes économiques, un petit peu particulier. Par ailleurs, je lis bien que lorsqu'on met 1 euro investi dans le crédit d'impôt, ça rapporte alors 1,19, j'ai lu une étude où on me disait 1,40. Bon, moi je suis très très sceptique sur ces calculs-là. Je vous le dis franchement, parce qu'on prend en compte les effets directs et les effets indirects. Et dans une étude que j'ai lue, dans les effets indirects, il y aurait par exemple, grâce au crédit d'impôt service à la personne, la baisse de la criminalité. Bon, je sais pas. Il y a l'idée que lorsqu'on développe les services à la personne en ce qui concerne le soutien scolaire, ça permettrait d'éviter le redoublement. Sauf que maintenant, plus aucun enfant redouble. Donc vous voyez, je crois que la filière aurait intérêt à avoir des études qui soient peut-être, de mon point de vue, beaucoup plus crédibles sur le plan économique. Et en discutant juste avant avec mon voisin, qui m'a montré un compte d'exploitation et qui m'a bien montré ce qu'il redonnait à l'État et ce qu'il recevait d'une certaine façon sous forme de crédit d'impôt, et où je me suis rendu compte qu'en fin de compte l'État était gagnant, là ça me paraît beaucoup plus parlant, beaucoup plus intéressant, et moi je suis prêt à travailler sur ce genre de modèle-là. Mais sur d'autres modèles où on essaye en fin de compte de prouver absolument que l'État est gagnant en dépensant de l'argent, je suis pour ma part un peu sceptique, mais il faut continuer à travailler avec l'ensemble des acteurs, et je veux redire mon admiration pour tous les entrepreneurs ici présents, dans la salle également. Je vois qu'il y en a un qui est dans ma circonscription, et je me souviens de ce monsieur qui était sur le marché de la commune où j'étais maire, qui avait un stand et qui cherchait à recruter du personnel. Ouais. Voilà. En plein hiver. Il y aura une conférence tout à l'heure à 14h sur le sujet du recrutement, c'est important. Merci monsieur le député. Alors le temps passe vite, je vais vous laisser à chacun peut-être 1 minute pour conclure. Il y aura encore plein de choses à dire et beaucoup de réactions à avoir évidemment au propos de Daniel Labaronne. On va prendre 1 minute chacun pour nous dire pourquoi il faut aujourd'hui, puisque c'était le sujet, pourquoi on peut aujourd'hui entreprendre dans les services à la personne. Brice, vous commencez ? Déjà, il faut entreprendre parce que vous avez envie d'entreprendre. Moi, en 2005, j'étais comme les autres entrepreneurs ici. J'étais dans mon petit studio à l'époque et j'avais juste envie de créer mon propre emploi. Et aujourd'hui, mais j'ai une vraie fierté de mon groupe. Donc, vous, allez-y. Et évidemment, je suis aussi donc ravi d'entendre que l'on peut échanger avec vous et donc arriver à vous convaincre de la valeur et des services à la personne et de ce qu'on crée et en termes de valeur, et que justement pour protéger ce modèle-là, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus, quoi. Un sujet rapidement, Brice Alzan, important également. Je sais que vous êtes partie prenante notamment en ce qui concerne la loi sur l'immigration qui arrive à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est un sujet important pour le secteur des services à la personne. Évidemment. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui est très politique à la base. Et très clivant droite-gauche, donc je ne vais pas rentrer dedans. Mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est pas l'article ex-article 3, article 4 bis, pour régulariser les travailleurs illégaux. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette réflexion un peu plus globale sur ce qu'on veut faire en termes de propositions en service à la personne pour que les citoyens aient un accès pour tous les territoires, équitable, juste pour tous les services. Et je pense qu'il y a un vrai sujet lié à l'immigration qu'il va falloir creuser. Merci beaucoup. À vous, Bastien, pour le sujet. Donc, vous vous êtes lancé il y a 4 ans tout juste, donc j'imagine que vous êtes à fond dans le sujet. Oui, bien sûr, bien sûr. Surtout, pour reprendre ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que entreprendre dans le service à la personne, ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'il y a énormément de réseaux, de fédés, de coopératives et de regroupements qui permettent d'accompagner ces entreprises qui veulent se lancer. Contrairement à un entrepreneur dans un secteur lambda qui serait délivré à lui-même, il y a énormément de choses qui lui permettent aujourd'hui d'être accompagné sur l'aspect aussi, encore une fois, juridique, mais sur l'ensemble de l'activité autour du service à la personne.
Merci beaucoup Guillaume Richard, on a senti votre enthousiasme, évidemment, de vous être lancé, et vous l'avez toujours cet enthousiasme tant d'années après. Ben oui, parce que c'est extraordinaire ce secteur, c'est le secteur de l'humain des salariés, l'humain des clients, l'humain de nous-mêmes, et on peut changer les choses, on peut avoir un impact. Alors, vous n'êtes pas tous forcément obligés d'être un immense mégalo comme moi et vouloir être numéro 1 mondial, mais on peut juste vouloir changer les choses autour de soi, dans sa commune, créer de l'emploi. Comme disait Brice, plus de 5% des emplois ruraux, c'est des emplois dans le service à la personne. Quand vous êtes dans votre village, que vous allez sur le marché comme monsieur, et que vous allez recruter, et que derrière vous allez créer 10, 15, 20 emplois, mais quelle fierté! Vous allez changer la vie des gens, que vous allez recruter, vous allez les accompagner, vous allez les faire grandir, et vous allez changer la vie des gens dans votre commune, qui vont derrière bénéficier de services pour leurs enfants, pour leurs familles, pour leurs parents âgés, qui vont pouvoir continuer à vieillir, à vivre et vieillir chez eux, ce à quoi ils aspirent le plus. Plus de 90% de nos aînés souhaitent vieillir chez eux. Et ça, vous le rendez possible. Mais c'est génial. C'est une vraie fierté. Et ça, il n'y a que le secteur des services à la personne qui vous permettra de vivre ces intensités émotionnelles. C'est vraiment un secteur extraordinaire. Vous êtes un excellent ambassadeur du secteur des services à la personne, Guillaume Richard. Alors Anne-Marie Joannès, pas de regret, 4 ans après, vous avez eu des obstacles, le Covid, on en a parlé, mais vous êtes vous aussi toujours enthousiaste aujourd'hui. Oui, moi je résumerai avec un mot, on a passé ma carrière de salarié à me dire bravo, et là depuis que je suis entrepreneur, on me dit merci. Merci parce qu'il y a des femmes qui ont trouvé du travail qui n'en trouvaient pas. Il y a des femmes qui habitaient dans des foyers qui ont pu avoir des logements. J'ai une salariée qui a eu la nationalité française. J'ai une salariée femme de ménage qui a un diplôme de droit de Madagascar, donc pipi de chat en France, qui va devenir chargée de clientèle. J'ai des salariés handicapés qui peuvent travailler. Et j'ai des mamans qui me disent merci. Et j'ai des personnes qui me remercient pour leur maman, qui a 99 ans, mais qui est toujours leur maman, et qui a pu finir ses jours chez eux. Donc, moi, je suis contente si mes enfants sont fiers de ça, c'est que leur maman, à sa petite échelle locale, avec ses 67 salariés, autant de gens lui ont dit merci. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie. Daniel Labaronne, vous aurez le mot de la fin. Alors je sais que c'est difficile de demander à un politique de faire court, mais je vais vous le demander si vous le voulez bien. Évidemment, vous êtes là à l'Assemblée nationale pour légiférer, mais aussi pour encourager, j'imagine, l'entrepreneuriat. Oui, alors vous dire que moi je m'estime être aussi un entrepreneur, parce qu'à l'âge de 10 ans je voulais être député, donc pour y arriver ça a été une sacrée entreprise, et pour continuer à être député et exercer mon job, c'est aussi une forme d'entrepreneuriat. Moi je suis très heureux que nous ayons, grâce à la politique économique que nous avons mise en œuvre, redonné de l'emploi à beaucoup de monde. 2 millions d'emplois créés depuis que nous sommes en responsabilité. Nous avons favorisé l'épanouissement des entreprises à travers la loi Pacte, qui a été une très très grande entreprise de simplification. Et nous entamons la 2e étape de la simplification avec ce que disait Olivia Grégoire. Il se trouve que Olivia a lancé dans ma circonscription les chantiers de la simplification. Donc, d'une certaine façon, les responsables politiques sont également des entrepreneurs dès lors qu'ils ont la fibre entrepreneuriale, pro-business, et en ce qui me concerne, je l'ai parfaitement. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que les personnes qui voulaient entreprendre au début de la conférence sont toujours partantes pour entreprendre dans le secteur des services à la personne? Oui. Oui, toujours motivé? Oui. N'oubliez pas de demander de l'aide, vous avez des professionnels ici et c'est important. Merci à vous 5 d'avoir participé à cette conférence, je crois qu'on peut les applaudir chaleureusement. Et restez avec nous, nous allons enchaîner tout de suite avec Micheline Bailly, championne de sprint à 82 ans. La vie hors norme de Micheline Bailly, c'est maintenant ici même dans cette salle. Merci à tous.